Un des problèmes quand on commence à pousser les investissements sur Meta, c'est que on investit de plus en plus et en même temps on voit un ROAS qui plafonne. Le ROAS, c'est pas une métrique qu'il faut prendre comme argent comptant. Si par exemple on a une top ad qui a moins de 2 de répétition et si en plus de ça elle a des super CTR et des super CPC, elle touche chaque jour des nouvelles personnes, elle fait rentrer des nouvelles personnes dans votre boutique et donc elle vient servir d'aller toucher des nouvelles personnes qui vont vous découvrir pour devenir votre futur client. On va aller toucher des bassins d'audience via la créa. Si je peux passer 4 heures sur le contenu par semaine, il faut que ces 4 heures soient le plus rentabilisées et que les contenus produits vont permettre de toucher le plus de monde et convertir le plus de monde possible. Généralement, ce qu'on va faire déjà, c'est de découper les différentes typologies de contenu, soit par produit, soit par angle marketing. Quand on dézoome sur une courbe e-commerce, on peut avoir l'impression d'une courbe qui fait qu'augmenter dans le temps. Et quand on zoome dessus, on se rend compte que c'est des pics. Et l'enjeu est d'avoir des pics de plus en plus fréquents. Nous, là, ce qu'on est en train de commencer à utiliser, c'est la partie d'Imagen de YouTube. Google, c'est un mastodonte qui a une quantité de données qui est faramineuse. Et là, il nous donne la possibilité d'essayer de pousser du contenu à des personnes qui n'avaient pas un besoin à l'instant T, mais avec quand même des signaux qui sont méga qualitatifs. Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en 2 pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Club Croissance. Je suis avec un habitué maintenant de Club Croissance. Je pense que c'est peut-être la 5e fois que tu interviens, si ce n'est plus dans le podcast. Donc, Valentin. Salut Thomas. Head of Performance de l'agence et aussi mon associé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient assez souvent avec nos clients. Le titre de ce podcast, c'est « Comment investir plus de 1 500 € par jour sur Meta Ads ». Alors, c'est un titre où il y a un chiffre. 1 500 € par jour, c'est grosso modo 50 000 € par mois, un peu plus de 500 000 € de budget par an. Donc, c'est des bons budgets sur Meta. Ça commence à être solide. Ouais. Les conseils qu'on va donner, ils fonctionnent aussi si vous investissez moins ou si vous investissez beaucoup plus. C'est aussi des conseils qui s'adaptent à des marques qui investissent à des budgets beaucoup plus légers ou qui investissent sur des périodes différentes, des budgets différents. Le but, c'est surtout de vous partager des bons conseils pour éviter de tomber dans une zone où on va avoir un plafond de scalabilité. Ouais, c'est surtout ça le sujet. Ouais. Un des problèmes dont on se rend compte quand on commence à vraiment pousser les investissements sur Meta, c'est que on investit de plus en plus et en même temps on voit un ROAS qui plafonne, voire qui dégringole. Ça fait parfois peur. On a beaucoup d'annonceurs qui, du coup, ont tenté de le faire, sont revenus en arrière par peur de dépenser de l'argent initialement. Et donc, notre but aujourd'hui, ça va être de vous donner des bons conseils pour pouvoir réussir à le faire et aussi avoir la bonne vision du sujet. Ouais, non, mais complètement, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez récurrent et puis c'est assez différent aussi d'un business à l'autre parce qu'on a des niveaux de plateau un peu différents. C'est-à-dire, c'est pour ça que tu le disais très bien, ça s'adresse très bien à des gens qui dépensent beaucoup moins comme des gens qui dépensent beaucoup plus, parce que c'est souvent corrélé aussi au business et à la demande qu'on arrive à avoir assez rapidement et facilement avec des premiers contenus. Là, le but, c'est de donner des clés pour pouvoir trouver des solutions pour augmenter son budget sans nécessairement dégringoler tout le reste et avoir une croissance qui est pas rentable, parce qu'effectivement on peut toujours dépenser plus, avoir une croissance, mais si derrière on a des niveaux de rentabilité qui sont pas nécessairement intéressants, ça sert à rien. C'est clair. Et puis on va voir pendant l'échange, alors je vais pas vous faire de spoil, mais qu'il y a aussi beaucoup de questions d'état d'esprit, de mindset, de maturité à avoir avec la régie
pour savoir prendre les bonnes décisions, regarder les bons indicateurs. Est-ce que tu saurais nous expliquer pourquoi, quand j'ai investi des budgets comme 10, 15 000 euros par mois et que je suis content de mes performances, j'ai un beau ROAS sur la plateforme, pourquoi quand je vais chercher à doubler ou à tripler ce budget-là, je peux être confronté à un plafond? Ça va être surtout aussi, comme je le disais, par rapport à la demande vis-à-vis d'un produit, à la demande disponible rapidement. C'est-à-dire que la plupart du temps, on commence par des contenus qui vont permettre d'aller toucher une audience cible qui est prête à convertir rapidement. Et donc forcément, cette audience cible, elle est limitée. C'est-à-dire que ça veut dire que plus on va investir, plus on va vouloir toucher plus de monde. Sauf que ce qui se passe, c'est que comme l'audience est limitée, quand on augmente l'investissement, en fait, on va juste saturer cette audience-là. C'est-à-dire que nos publicités vont commencer à tourner en rond autour de ce bassin cible-là. Et peu importe si on a des audiences différentes, etc., ça va être surtout, effectivement, on va le voir au niveau du contenu qu'on arrive à expliquer ça. Et c'est, comme tu le dis, remettre un petit peu de bon sens là-dedans. Ouais, effectivement, une chose est sûre, c'est que quand on a un bon produit, que tout est bien paramétré sur le compte, Meta va être très fort pour montrer vos pubs à des personnes qui veulent acheter votre produit maintenant. Les acheteurs actifs, ceux qui vont passer à l'action, à l'achat dans les prochains jours ou les prochaines semaines. On en a déjà parlé plusieurs fois dans des précédents podcast, dans quelques vidéos aussi. On a parlé de Tough Move Boff, on peut parler de Messi Middle sur Google, de la pyramide de l'acheteur de Chet Holmes. À chaque fois, j'ai un peu peur de mal le prononcer. Et des exemples comme ça, on en a beaucoup. Par exemple, si on prend cette dernière pyramide, elle explique que sur un marché, on a 3% des acheteurs qui sont prêts à acheter dès maintenant. Et Meta va être extrêmement fort pour pouvoir cibler ces 3%. Sauf que quand vous allez investir 10 000 euros, peut-être que vous allez couvrir 80% de ces 3%. Quand vous allez mettre 20 000 euros, vous allez convertir 100% de ces 3%. Et quand vous allez commencer à mettre 25, 30 000 euros, 50 000 euros, vous allez investir beaucoup plus que ces 3% ne vous le permettent. Donc vous allez tomber dans une zone de surinvestissement et vous allez avoir un budget qui accélère, mais pas une croissance qui accélère aussi rapidement. Donc, quand vous allez faire les analyses, vous allez voir un CAC qui grimpe, une croissance qui est pas linéaire par rapport au budget. Ça peut commencer à faire peur. Oui, effectivement. Et généralement, c'est comme tu le dis, des marques qui vont jusqu'au bout. C'est-à-dire que je trouve que c'est d'ailleurs intéressant de voir où se trouve ce plateau-là pour pouvoir se poser des bonnes questions. Parce que souvent, on a des bonnes surprises aussi, où le marché nous permet de dépenser beaucoup plus. Et c'est pour ça que se comparer même d'une marque à une autre, c'est impossible parce que ça dépend surtout de l'espace et du marché, de la demande vis-à-vis de ce produit-là. C'est pour ça qu'il y a des marques qui vont facilement dépenser 1000 ou 2000 euros par jour et on va se dire, mais je comprends pas, pourtant, moi je fais à peu près la même chose en termes de contenu, j'ai une plateforme et des structures de campagne qui sont cohérentes, etc. Mais j'arrive pas à dépasser, 1000 euros. Dès que je dépasse 1000 euros, je suis plus du tout rentable, etc. Et en fait, déjà, il y a ce premier point de la largeur du marché et la demande vis-à-vis des produits. Et donc, ça, c'est intéressant de trouver un peu déjà cette limite-là. La chose qui est simple, c'est un peu de refaire ce calcul. On va pas faire un épisode là-dessus, mais vraiment revenir sur ses coûts, etc. et de voir quel niveau de rentabilité je peux me permettre, quel pourcentage de mon chiffre d'affaires je peux dépenser en pub. Et après, d'essayer de voir si, en articulant bien déjà l'investissement sur les périodes fortes, etc., et sur tout le long de l'année, sur une année pleine, où est-ce que je peux aller, avec quel investissement, et à quel moment, quand j'investis plus, les euros supplémentaires que je mets dans la plateforme, en fait, ça dégrade complètement ma rentabilité et chaque achat en plus, il me coûte de plus en plus cher. Parfois, on va se rendre compte que on va dépenser plusieurs centaines d'euros alors que habituellement notre coût d'acquisition il est à 30 euros. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de vraiment aller au bout des choses là-dessus. Et une fois qu'on a atteint ce plateau, là ça va être le sujet d'aujourd'hui de donner des clés pour pouvoir finalement le passer. Ouais. Et avant de commencer à donner les clés, on commence à parler du CAC qui augmente, du COS aussi qui peut augmenter. Généralement, c'est corrélé à un ROAS qui baisse. Est-ce que toi, tu vas regarder aussi d'autres indicateurs qui peuvent
te permettent de prédire qu'on va arriver à ce plafond-là. Ouais, exactement. Généralement, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour pouvoir voir si nos publicités elles tournent en rond, parce que c'est ça le sujet, c'est que si notre rentabilité elle baisse, c'est qu'on n'arrive pas à toucher des nouvelles personnes. Et donc généralement, on a des campagnes qui tournent en rond. Et pour savoir si elles tournent en rond, ces campagnes-là, nous on va regarder certains indicateurs sur Meta, notamment plutôt liés à la diffusion, notamment le CPMU. Finalement, c'est le coût pour 1000 couvertures. Donc, qui va être la corrélation entre le CPM, donc le coût pour 1000 impressions, et la répétition. Donc déjà, ça va nous donner un indicateur, parce que si ce CPMU il fait que augmenter, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit problème. Ça veut dire qu'on paye de plus en plus cher pour toucher des nouvelles personnes. Et donc, regardez la répétition. Plus cette répétition, elle est haute aussi, plus ça veut dire que nos campagnes, elles tournent en rond et il faut faire des changements. Donc, ça veut dire qu'une répétition, ça s'analyse pas uniquement sur des plages de temps courtes comme 7 jours, mais ça s'analyse aussi sur des plages plus longues. Ouais, c'est clair. Et je pense qu'il y a un terme qu'on va beaucoup dire dans cet épisode, c'est le bon sens. Mais effectivement, si vous augmentez vos budgets et qu'en même temps votre répétition effectuée augmente, ça veut dire que vous dépensez plus pour toucher les mêmes personnes. Et naturellement, une personne qui va avoir vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois votre publicité dans un espace de temps limité, c'est pas nécessairement au bout de l'avoir vu 5 fois et 6 fois qu'elle va convertir. En tout cas, votre proportion à trouver des nouvelles personnes qui vont pouvoir convertir, elle diminue en même temps. Donc, on a tendance parfois à regarder beaucoup trop le ROAS sur les régies publicitaires, alors qu'on a d'autres indicateurs qui sont un peu plus historiques, qui sont aussi un peu plus précis parce qu'ils sont indépendants du tracking, des systèmes d'attribution, qui permettent vraiment de prédire ce qui va se passer de votre côté. Ce qui est intéressant, c'est de regarder vos ads, c'est compris des gros budgets. Et si par exemple on a une top ads qui a moins de 2 de répétition, ça veut dire qu'elle chaque jour elle touche plus de nouvelles personnes que de personnes à qui elle a déjà montré, qui l'ont déjà vu. Et si en plus de ça, elle a des super CTR et des super CPC, c'est-à-dire que elle touche chaque jour des nouvelles personnes et qu'elle fait rentrer des nouvelles personnes dans votre univers, dans votre boutique, et donc elle vient servir justement votre capacité à devoir, en tout cas votre besoin d'aller toucher des nouvelles personnes chaque jour qui vont vous découvrir pour devenir un jour ou l'autre votre futur client. Exactement. Top, très bien. Donc maintenant qu'on a défini et expliqué pourquoi on a ce problème, je réinsiste sur le fait que c'est extrêmement important à ce niveau d'investissement de regarder d'autres métriques que le ROAS et de s'attarder sur le CPMU, la répétition, les CPC sortants. Toi, généralement, quand tu fais face à ce problème, imaginons que tu prends un nouveau client à l'agence qui dépense 50 000 euros par mois ou qui veut dépenser ce genre de budget-là. Il vient vers nous parce que justement, il n'arrive pas à le faire à l'heure actuelle. Quelles vont être tes premières zones de travail ? Déjà, ça va être l'éducation parce qu'on va du coup aussi... Non, mais c'est vrai que c'est un sujet. Mais le ROAS, comme tu le dis, c'est pas une métrique qu'il faut prendre comme argent comptant. Et donc déjà, il y aura une première étape qui va être de l'éducation sur le fait qu'on va diminuer ce retour sur investissement-là. Parce que pour pouvoir passer ces paliers-là, ça veut dire qu'on va toucher des nouvelles personnes qui vont être moins qualifiées et qui vont forcément pas convertir tout de suite. Donc déjà, ça va, quoi qu'il arrive, baisser le retour sur investissement. Mais ce qui est finalement un passage obligatoire pour pouvoir aller décloisonner la situation. Donc il y a quand même un travail d'éducation là-dessus. Et plus concrètement, on va faire, nous, sur tous les nouveaux clients qu'on onboard, on fait une analyse marketing. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette analyse marketing ? On va retrouver pas mal de choses qui vont être plutôt assez concrètes. C'est-à-dire qu'on va analyser les avis clients des marques justement qu'on va accompagner pour voir un peu quelles sont les forces et les faiblesses de ces marques-là. Généralement, on va déjà avoir des premiers indices sur les différents angles qui sont importants pour la marque. Ensuite aussi, on va mettre la marque dans son contexte concurrentiel, c'est-à-dire, contre qui elle se bat et avec quelles armes finalement différenciantes elle va mener ces batailles-là. Et déjà, ça va nous permettre de voir un petit peu où elle se situe et des premiers angles sur lesquels on va pouvoir prioriser. Et enfin, on va prioriser justement ces angles-là avec quels angles on va prioriser, avec des personas aussi, quelle typologie de personnes on va aller toucher. Et déjà, ça va nous permettre de prioriser les produits qu'on va pousser, les angles qu'on va pousser
et les personnes et les profils qu'on souhaite cibler. Ouais. Donc, si pour bien illustrer ce que tu es en train de dire, on va essayer de prendre des exemples. Imaginons que tu travailles avec une marque de maroquinerie. Ouais. Donc là, tu as différents produits. Tu as potentiellement la verticale sac à main. Tu vas avoir la verticale sac à dos, sac de voyage, etc. Donc ça, déjà, ça te fait plusieurs catégories de produits. Ouais. Et donc là, tu vas aller chercher à déjà voir ceux qui fonctionnent le mieux en termes de top vente, etc. Ouais, exactement. Alors, des fois, ça peut être saisonnier, mais du coup, c'est dans la plage de temps où on va prendre en main les clients. Ça va être de regarder quelles sont les typologies de produits qui sont le plus vendus à cette période-là de l'année. Par exemple, généralement, si on est 2-3 semaines avant les vacances, on va voir qu'il y a quand même les sacs de voyage, ils vont être assez importants. Donc déjà, ça va être, ça peut être un angle particulier parce que ça peut être un persona à part entière qui achète justement ce type de produit-là. Donc effectivement, c'est déjà d'identifier les produits sur lesquels on a le plus de chances de convertir. Parce qu'on va le voir, il y a un certain nombre de variables qui, si on les multiplie, on peut se retrouver à plus savoir quoi faire. Donc c'est pour ça que c'est important de bien cadrer et de prioriser dès le départ pour pas nécessairement un peu tirer les yeux bandés. C'est vraiment essayer de justement cadrer les choses et amener un peu de structure. Donc déjà, ça c'est le premier point, c'est les produits qu'on va pousser selon la saison et les typologies de produits qui fonctionnent en ce moment. Et ensuite, ça va être les différents angles qu'on va aller cibler. Ouais. Et donc là, dans l'angle, par exemple, pour un sac de voyage, tu peux avoir soit le fait que ce soit un sac de voyage qui est d'une extrêmement bonne qualité, ouais. Donc que tu vas pouvoir garder pour les 20 prochaines années, ouais. Ou un sac de voyage qui est particulièrement pratique, dans lequel tu peux mettre plus d'affaires que tu ne le penses. C'est ça. En fait, par exemple, on peut avoir le côté fonctionnel, on a la qualité, on a des choses aussi plus simples qui est un peu l'aspect mode, c'est-à-dire esthétique du produit, parce que ça, c'est aussi important et c'est souvent la raison principale et le plus gros bassin d'audience. Mais après, on peut trouver d'autres choses, le rapport qualité-prix, parce que tu as la qualité purement, mais si tu as un produit qui est extrêmement coûteux, effectivement, c'est que de la qualité. Mais si tu as un produit qui est à la fois bon marché, mais qui a des niveaux de standard de qualité assez élevés, aussi, ça peut être intéressant de le mettre en avant. Ok. Donc, première chose que tu fais, c'est un travail d'analyse. Tu regardes les avis, tu regardes la concurrence, tu regardes les top ventes, et ensuite un travail de priorisation pour savoir quelles sont les batailles que tu dois mener en premier. Ouais. Ça va me permettre de savoir c'est quoi les angles les plus sensibles, c'est-à-dire sur lesquels les gens sont le plus sensibles quand ils parlent de la marque, et aussi des points sur lesquels il va falloir aussi que je réassure sur des points de friction. Peut-être par exemple, s'il n'y a pas nécessairement d'avis certifiés, etc. En tout cas de plateformes agrégées pour faire des avis clients que tout le monde connaît, par exemple Trustpilot ou autre. Ça va être de trouver aussi d'autres moyens pour gérer cette réassurance. Peut-être que tu es revendu dans 40 boutiques. Ça peut être de mettre en avant, c'est un moyen indirect, ou alors si tu as une boutique, de montrer indirectement aussi la boutique pour indiquer à l'utilisateur que tu es quand même une marque crédible. Donc il y a ces points-là. Et donc si on reprend un peu tout ça, c'est que quand on reprend l'arborescence de diversification du contenu, parce que il va être surtout question de ça aujourd'hui quand on va créer du contenu, en fait, on se retrouve avec beaucoup d'angles. C'est-à-dire qu'on va avoir l'angle marketing, le format publicitaire. Est-ce qu'on parle d'image, donc de statique, de motion, c'est-à-dire de l'animation de statique, de packshot, etc. Est-ce qu'on parle de production, c'est-à-dire des vidéos vraiment léchées, etc., où il y a du montage, de la colorimétrie, etc. derrière, ou est-ce qu'on parle vraiment d'un contenu plus organique, UGC? Donc déjà, il y a le format. Ensuite, on va avoir, comme je disais, les produits qui vont être poussés. Est-ce qu'on parle d'un sac à dos, d'un porte-documents, de petites maroquineries, d'un sac de voyage? Et ensuite, on va avoir les concepts publicitaires. Ça, c'est justement, ça va permettre de encore plus diversifier. C'est, par exemple, les avis clients, les bullet points, les split screen. Ça peut être les réponses aux questions. Les concepts publicitaires, il y en a pas mal. Et après, ça va être la typologie de matière brute qui va être utilisée. Est-ce qu'on utilise des photos lifestyle? Est-ce que c'est du lifestyle plutôt en intérieur, en extérieur? Est-ce que c'est du packshot qu'on utilise? Finalement, en fait, on peut aussi diversifier son contenu par la typologie de contenu, la matière brute qu'on utilise. Ok. Donc là, tu as fait ton analyse,
t'as mis de côté tous tes angles prioritaires, tes produits à mettre en avant. Et donc, à présent, tu fais une sorte de checklist, un état des lieux complet de toute la matière brute dont tu disposes et de toutes les possibilités créatives que tu vas pouvoir te permettre de réaliser et de pousser au bout de tes campagnes. Exactement. Et peut-être que je n'ai pas expliqué le pourquoi d'ailleurs de tout ça. C'est que de pouvoir un peu identifier les angles qui vont être prioritaires, en fait, ce qu'il faut comprendre, et je pense que tu as fait aussi des vidéos là-dessus, d'ailleurs, j'invite les gens à les regarder, mais c'est qu'aujourd'hui, on va aller toucher des bassins d'audience via la créa. Et c'est aussi pour ça que on observe une certaine stagnation sur les comptes, c'est qu'on a les mêmes typologies de contenu, les mêmes matières brutes utilisées, les mêmes angles qui sont utilisés. Donc en fait, de pouvoir déjà les identifier, ça va être de dire est-ce que je m'adresse finalement à ces différents sites qui vont être sensibles à chacun des points, parce que finalement, toi, moi, on peut être sensible à des points différents. Peut-être que moi, je vais peut-être préférer l'aspect esthétique, mais toi, tu vas te dire, non, moi, j'ai vraiment envie d'être de la qualité pour moi, de voir la matière en close-up comme ça. C'est important pour moi parce que je recherche vraiment quelque chose, parce que j'ai peut-être une mauvaise expérience avec la qualité. Et donc, en fait, on va être sensible à des choses différentes. Et la sensibilité, on va aller retrouver dans les angles marketing, mais aussi dans les formats. Ça va être plutôt lié à la consommation qu'on a du contenu. Peut-être que moi, je vais consommer à fond les Reels. Donc, ça veut dire que si j'ai aucun contenu qui match avec ce placement-là, je vais jamais apparaître auprès de mon audience cible. Et au contraire, on peut aussi très bien avoir des gens qui sont consommateurs des formats feed, story, etc., sur du statique ou du motion. Et donc, là, par exemple, on pourrait très bien se dire, je m'y adresse déjà parce que c'est la principale source de diffusion de mes contenus. Donc, en fait, on a plein de choses comme ça, et de pouvoir diversifier, en fait, ce que ça veut dire, c'est tout simplement pouvoir couvrir toutes les méthodes de consommation des différentes plateformes publicitaires, parce qu'on est dessus avant tout, parce qu'il y a de l'attention sur ces outils. Et le deuxième point, c'est on a des sensibilités qui vont être aussi différentes en fonction des produits ou des angles qui vont être utilisés. Ouais, effectivement, c'est un gros point dont tu parles là. On parle de creative diversity. Si on doit refaire un rapide parallèle avec le sujet du jour, c'est que quand on commence à investir beaucoup d'argent tous les jours sur Meta et qu'on le fait qu'avec un nombre restreint de concepts publicitaires, en fait, le problème, c'est qu'on investit sur des créas qui s'adressent à des mêmes personnes, et donc on a une répétition qui augmente, des CPMU qui augmentent, des CPC qui augmentent, et en fait, on investit toujours auprès des mêmes personnes. Et donc, la solution à ça, c'est de proposer et d'aller aborder votre investissement sur Meta avec un portefeuille beaucoup plus large de possibilités créatives pour toucher des personnes avec des intérêts différents et aussi des sensibilités différentes, des usages différents de Facebook et d'Instagram, et une intention d'achat aussi qui va être différente. On va peut-être réussir à toucher des personnes qui vont être prêtes à acheter là tout de suite, elles ont un besoin aujourd'hui, et d'autres qui n'auront pas nécessairement de besoin aujourd'hui, mais peut-être dans quelques semaines ou dans même plusieurs mois. Mais au moins, on aura commencé à construire la préférence de marque pour que le jour où ils ont besoin d'acheter ce fameux sac de voyage, elles n'aient pas besoin de faire une recherche sur Google ou de voir une publicité sur Meta, mais qu'elles aient déjà la marque en tête, viennent sur le site et déjà cette préférence vers notre produit. Donc ça, c'est effectivement extrêmement important. C'est jamais très simple à expliquer parce que c'est toujours très différent d'une marque à une autre. C'est très conceptuel. Je trouve que c'est à nouveau aussi un état d'esprit. Mais effectivement, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, on est 40 millions d'utilisateurs de Meta en France. Et tous, quand on ouvre notre application Facebook ou Instagram, on voit une version unique de ce Facebook et de cet Instagram. On va avoir des feeds qui vont être différents, des stories qui vont être différents, des reels qui vont être différents et qui vont être dictés par ce qu'on a l'habitude de consommer et d'aimer voir sur ces différents placements. Et vous allez avoir des personnes qui vont regarder des reels pendant des heures tous les jours et qui vont passer principalement leur temps sur ce placement-là, et d'autres qui vont ouvrir quelques fois dans la semaine Facebook et qui vont être beaucoup plus sensibles à des contenus un peu moins publicitaires, qui vont l'air beaucoup plus authentiques. Et là, on a fait un parallèle avec deux types de personnes, mais finalement, des personnes qui peuvent être intéressées par votre produit, il va y en avoir quasiment...
il va y en avoir des dizaines, des centaines. Et donc, le but, c'est de construire un portefeuille de créa qui soit capable de s'adresser à tout le monde. Ouais, c'est ça. En fait, pour faire simple, notre objectif, c'est de s'adresser à tous les prospects potentiels. C'est-à-dire du plus qualifié au moins qualifié, mais des gens qui pourraient être clients de la marque. Ouais. Et c'est pour ça qu'on parlait de priorisation aussi là-dessus. C'est que la priorisation, effectivement, il y a la sensibilité de ce que disent les internautes et de ce qu'on a identifié, mais aussi c'est de reprendre la logique. C'est par exemple, on va prendre l'aspect qualité. L'aspect qualité, on va dire que c'est un bassin de 100 personnes disponibles. Si, par exemple, je prends l'aspect fonctionnalité, c'est un autre bassin de 100%. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas 200 personnes en tout. Il peut y avoir aussi des jonctions et du coup des superpositions et des gens qui se retrouvent dans les deux bassins d'audience. Par exemple, on peut se retrouver avec 20% de bassins en commun. Et donc, en fait, on va toucher 80% de personnes en plus par rapport à si on avait uniquement ciblé l'aspect mode. Et le but aussi de prioriser, c'est aussi d'identifier où est-ce que peut se trouver des similarités importantes entre les différents acteurs. Parce que quand on parle de priorisation, en fait, souvent, nous, et c'est le cas avec les clients, c'est que le goulot d'étranglement, il se passe pas sur les idées ou sur des angles, etc. C'est plutôt sur la capacité à produire du volume et de la diversité. Et souvent, c'est pour ça qu'on vient prioriser pour structurer les choses. Et que souvent, quand on manque un peu de temps, on a tendance à faire un peu toujours la même chose, à s'adresser toujours aux mêmes personnes, etc. Et le but de ça, c'est de pouvoir travailler intelligemment. C'est-à-dire que si je peux passer 4 heures sur le contenu par semaine, il faut que ces 4 heures, elles soient le plus rentabilisées et que les contenus qui vont être produits vont permettre de toucher le plus de monde et convertir le plus de monde possible. Et donc, ça veut dire que, imaginons si on observe et ça, c'est encore une fois du bon sens, mais s'il n'y avait pas 20% de similarité entre une audience qualité et une audience fonctionnalité, en fait, et s'il y en a 80%, en fait, je vais peut-être pas faire qualité et mode, mais peut-être je vais m'orienter sur une autre priorité, genre un autre angle, par exemple l'axe cadeau. Ouais. L'axe cadeau, peut-être que là, je vais avoir beaucoup moins de similarité entre les personnes que je vais toucher avec mes contenus. Et donc, peut-être que je vais davantage m'orienter sur cet angle-là en particulier. Et encore plus si, par exemple, on s'approche des fêtes des pères, Noël, etc. Toutes ces périodes-là où, finalement, c'est un angle qui est aussi beaucoup plus présent. Ouais. Et si cette notion elle est pas claire pour vous, déjà vous pouvez aller regarder la vidéo qu'on a fait sur la Creative Diversity qui rentre vraiment dans le détail avec des exemples concrets à l'intérieur. Mais surtout, je vous conseille d'aller ouvrir votre Ads Manager et de regarder des publicités que vous considérez comme étant différentes, qui mettent en avant un produit différent avec un angle différent. Je trouve que, par exemple, l'angle s'acheter un produit pour soi-même ou pour faire un cadeau, ça touche deux personnes qui sont différentes. Et là, vous pouvez passer votre souris sur la publicité, faire voir les graphiques et ensuite sélectionner le nombre d'impressions et vous allez voir des graphiques qui vont être vraiment différents. Nous, c'est des choses dont on se rend compte. En fait, quand on a un message publicitaire qui est différent, il se diffuse auprès de personnes qui sont différentes. Et aujourd'hui, pareil, c'est pas la thématique de la vidéo, mais le ciblage passe par la créa. Oui. Et donc, si vous voulez élargir votre ciblage pour limiter votre répétition et avoir de bons CPMU, l'idée, c'est de proposer un large éventail de créa pour toucher des personnes avec des sensibilités et des intentions différentes. Ouais, c'est ça. C'est pendant qu'on produit le contenu, c'est à qui je vais m'adresser. Et du coup, ça, il faut le mettre sur le papier avant. C'est-à-dire qu'on commence pas à produire du contenu un peu, j'ai cette belle photo-là, donc je vais les mettre. C'est est-ce que ça répond finalement à l'objectif et à ce que a besoin les plateformes. Imaginons, vous avez déjà des belles créas qui tournent sur les sacs à dos et que là, dans vos derniers shootings, les photos que vous préférez, c'est les sacs à dos. Du coup, vous vous attaquez sur des créas sacs à dos. Alors, en fait, c'est dommage parce que, en fait, finalement, on se prive de ce qu'a besoin la plateforme pour pouvoir aller toucher des personnes qui sont différentes. Ouais, très bien. Top. Et si je résume, en fait, toi, aujourd'hui, le principal goulot d'étranglement que tu vois chez les marques qui n'arrivent pas à dépenser ce genre de budget, c'est pas nécessairement qu'elles manquent de volume de créa, mais c'est qu'elles manquent avant tout de diversité créative. Ouais, c'est ça. C'est que souvent, il y a des capacités à produire du contenu, mais souvent, ça va être un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va retrouver des choses qui soit ont été validées facilement, etc. en interne,
Et le problème, c'est que on n'arrive pas à décornériser un peu les bassins et qu'on touche toujours les mêmes. Et on le voit sur les plateformes. Comme on le disait au début, on va avoir des CPM qui augmentent, de la répétition qui augmente. Alors, on peut avoir des bons retours sur investissement, mais finalement, effectivement, si elle tourne en rond et qu'il y a une répétition importante, on tape plutôt sur du bas de tunnel. Et donc là, c'est un peu dommage. Ouais. Non, mais c'est intéressant aussi de bien faire la différence entre volume et diversité, puisque la diversité implique naturellement d'avoir du volume. Mais avoir du volume n'implique pas nécessairement d'avoir de la diversité. Ouais. Ça nous arrive de voir des comptes où effectivement le travail de produire plus de créas a été fait, mais quand on les regarde, c'est beaucoup de créas qui sont quasiment identiques les unes aux autres. Il y a un fort volume, et ça c'est pas nécessairement toujours une solution. Nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est un petit exercice. Vous ouvrez un Google Sheet. À l'horizontale, vous allez mettre les différents formats publicitaires qui sont possibles pour vous, pour votre marque, par rapport à la matière brute que vous pouvez avoir. Donc, ça peut être d'un côté les statiques et de l'autre côté les vidéos, et puis les sous-formats. Dans les statiques, vous allez pouvoir faire des photos packshot, des photos lors de shooting, des avis clients, des passages médias, des comparaisons. Enfin, il y a tout un tas de possibilités qui s'offrent à vous. Et sur la partie vidéo, ça peut être du motion design, ça peut être des successions de b-roll avec une voix off, un founder generated content, un UGC avec un profil 1, un UGC avec un profil 2, etc. Pareil, encore une fois, c'est à vous de le personnaliser et de faire preuve de bon sens de ce côté-là. Et ensuite, sur la verticale, vous allez pouvoir mettre différentes notions. Donc, soit ça peut être par typologie de produit, comme tu l'expliquais. Si je suis une marque qui vend des chaussures, peut-être que je vais faire une ligne basket, une ligne boots, une ligne mocassin, etc. Ouais. Pour voir si j'ai suffisamment de diversité. Ou ça peut être par intention d'achat, avec le tunnel classique Tof Mof Bof. Et l'exercice, c'est d'ouvrir votre bibliothèque publicitaire, de regarder les dernières publicités que vous avez diffusées sur les derniers mois, et d'aller mettre des petites croix sur ce que vous considérez être un format qui a répondu à une intention ou un produit. Et si en faisant l'exercice, vous vous rendez compte que votre matrice, elle est particulièrement vide, c'est très certainement que vous manquez de diversité créative. Et donc, une des solutions, c'est de vous poser les bonnes questions et de mettre en place les bons process pour, petit à petit, aller avoir une matrice qui se remplit. Ouais, et puis souvent, là, ce qui est intéressant dans tout ce qu'on vient de dire, c'est de placer si vous rencontrez justement ces plafonds-là, c'est de placer le curseur la problématique. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, il y a diversité, volume, et du coup, ça se trouve, votre problème, c'est pas nécessairement ça, c'est déjà de pouvoir produire en interne plus de contenu, parce que on a parlé de diversité. Mais parfois aussi, il y a des problématiques de créer suffisamment de volume. Donc, on voit que ça reste quand même quelque chose qui est intéressant. Et donc, si le goulot d'étranglement, il est là, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez côté plateforme, des changements de structure, etc., ça évoluera pas. Et c'est pour ça qu'il faut y aller étape par étape. L'étape numéro 1, c'est avec le même temps et les mêmes volumes de production, c'est de créer de la diversité avec le même volume. Même s'il est assez faible, c'est déjà de créer de la diversité pour voir si on a des plateaux, on arrive à dépasser ces plateaux-là. Et encore une fois, on va donner un peu plus de contexte sur comment structurer tout ça et comment piloter tout ça. Mais déjà, ça, c'est le premier point, c'est de optimiser déjà l'existant. Et si même en diversifiant avec le temps, vous voyez qu'il n'y a pas nécessairement de changement, là, c'est qu'il faut passer à des volumes plus importants, à tester beaucoup plus de choses par angle et aller dans ce sens-là, parce que finalement, on se rend compte que on aura beau changer les paramétrages dans les campagnes, etc. Tant que ces problématiques sont pas réglées, en fait, ça sert à rien de dépenser plus. Vous allez juste mettre de l'argent dans le vent et peut-être réinvestir cet argent-là plutôt, soit sur du recrutement en interne, soit sur de l'externalisation de la production créa, parce que finalement, le sujet, il est véritablement là. C'est que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que si on veut augmenter le budget, il faut qu'on règle le sujet de la production des créas, du volume et de la diversité. Et du coup, pour le régler, soit on arrive à l'internaliser et à gérer cette production-là, et du coup, en faire une priorité, parce que si la priorité, c'est de déplacer ce plafond de verre et d'aller chercher de la croissance, dans ce cas-là, il va falloir passer par cette étape-là. Ouais. Non, effectivement. Et quand on parle de dépenser ou investir plutôt 1 500 € par jour ou plus, ou un petit peu moins sur Meta, l'idée, c'est effectivement d'y aller avec le bon volume de créa. Et comme tu le disais,
si on n'a pas la possibilité de le faire, donc il y a plusieurs solutions. Soit on recrute une personne en interne pour pouvoir le faire, soit on peut faire appel évidemment à XPLR, un studio créa qui vous permet de le faire. Mais bon, c'est l'idée en tout cas, c'est de se dire ok, peut-être que sur ces 50 000 euros, je dois en retirer 2, 3, 4, 5 000 pour aller produire du contenu et investir peut-être un petit peu moins sur Meta, mais avec les bons contenus, ce sera toujours mieux que d'y aller avec trop peu de créa ou trop peu de diversité. Oui, puis c'est pas magique. Ouais. C'est-à-dire que le jour où vous créez de la diversité sur vos plateformes pub, bah en fait, vous n'allez pas du jour au lendemain, ok, bah j'arrive à dépenser 2 fois plus. En fait, ça se fait progressivement parce qu'il y a ce qu'on appelle le parcours d'achat, et plus on va toucher des personnes qui sont différentes et qu'on va élargir notre cercle de clients potentiels, bah comme on a dit, il y en a qui seront prêts à convertir rapidement, mais ça représente une minorité, d'autres qui peuvent convertir dans les prochains mois, et l'autre peut-être qui vont convertir que l'année prochaine. Ouais. Donc c'est pour ça que, et plus on va avoir une valeur ajoutée importante sur les produits, c'est-à-dire des produits à haute valeur ajoutée, donc c'est-à-dire, je sais pas, si on reprend le cas de la maroquinerie, si on a des sacs à 500 ou 600 euros, évidemment, le parcours d'achat, il va être plus long que si on a des produits à 20 ou 30 euros. Ouais. Très bien. Et donc, toi, maintenant, imaginons qu'on est dans le contexte où c'est bon, t'as un Google Drive rempli de plein de top créa différentes qui répondent exactement à ce dont tu avais besoin. Comment ça se passe dans l'Ads Manager? Est-ce que tu vas toutes les mettre dans la même campagne? Enfin, comment ça s'organise? Bah, alors, ça va déjà dépendre à quelle échelle on a d'investissement. Et à quel niveau justement on est en train d'essayer de scaler. Mais généralement, ce qu'on va faire déjà, c'est de découper les différentes typologies de contenu, soit par produit, soit par angle marketing. Et justement, plus on grossit, plus on va redécouper par concept publicitaire. Mais en fait, plus on a de budget, plus on va avoir de la granularité. Parce que pour commencer, au tout départ, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un angle, une audience. Parce que, en fait, pourquoi on met pas tout à l'intérieur dans le même sac? Bah, le truc, c'est qu'on va prendre des mauvaises décisions. Imaginons, je vais avoir une créa qui parle de l'axe cadeau et l'autre de l'axe mode. Sur l'axe mode, je vais voir des coûts par clic qui sont beaucoup plus faibles, etc. Et sur l'axe cadeau, je vais voir des coûts par clic peut-être plus élevés ou des niveaux de rentabilité qui vont être plus faibles. Du coup, je vais me dire, en fait, je vais couper les ads qui dégradent mes performances au global. Et là, mais le problème, c'est que là, on s'adresse plus du tout à un pôle d'audience. Et donc, le fait de les séparer, déjà, ça va permettre d'identifier des indicateurs qui vont être propres à cette communication-là. Donc, c'est comme si on avait, en fait, finalement, on retourne un peu à l'ancienne, comme si on avait des audiences différentes. J'avais mon audience sac à dos, j'avais mon audience porte-document. C'est comme si j'avais mis mes critères de ciblage, sauf que au lieu de mettre toutes mes créas à l'intérieur, je vais mettre uniquement, là, je vais faire le process inverse, je vais mettre uniquement mes ads qui parlent de sac à dos. Ouais. Et du coup, à l'intérieur, ça va me permettre de comparer déjà les ads entre elles, et sur un même étalon de mesure, c'est-à-dire un même produit, arriver à dire ok, ça fonctionne, ça fonctionne pas, etc. Donc déjà de segmenter plutôt par audience comme ça et d'avoir le budget au niveau de l'audience. Ça va permettre d'appuyer sur certains angles qui sont saisonniers, et de l'autre, ça permet aussi d'avoir une modularité du budget qui est plus importante pour pouvoir finalement appuyer au bon endroit, ou alors maîtriser aussi, par exemple quand on fait des tests, maîtriser aussi la part du test. Ouais, très intéressant. Et ça, je pense que c'est un vrai learning qu'on peut vous apporter aujourd'hui. On est les premiers à dire que sur Meta, les audiences n'ont plus d'intérêt, ouais. Les centres d'intérêt, les lookalikes, etc. Pour autant, les ad sets ont de plus en plus d'importance. Mais pas nécessairement avec les critères d'audience comme on vient de les citer, mais plus pour reprendre le contrôle de l'investissement et s'assurer qu'on mette le bon budget, soit sur les bons produits, ou soit sur les bons angles ou les bons concepts publicitaires. Une chose qu'on se rend compte très souvent quand on fait des audits, c'est qu'on a une campagne Advantage Plus avec un ad set à l'intérieur et toutes les publicités qui sont mises au même endroit, sur du CBO, etc. C'est effectivement des recommandations qu'on
peut lire régulièrement sur LinkedIn. Même nous, on a pu recommander ce genre de pratique. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de voir sur, effectivement, 30, 50 000 euros, d'aller classer vos publicités par celles qui ont pris le plus de budget. Et souvent, on se rend compte qu'en fait, bien qu'on ait diffusé 15, 20, 30, 50 publicités, on va avoir 2, 3 d'entre elles qui vont prendre tout le budget. Et donc, même si on a fait un super travail de créative stratégie, finalement, ce travail, il n'est pas récompensé, pas réellement testé, puisque ces 2, 3 publicités vont prendre 80% du budget et il va rester 20% du budget pour des dizaines d'autres itérations qui vont avoir que quelques centaines d'euros par-ci par-là. Et souvent, quand on classe ces publicités par celles qui ont pris le plus d'argent, on se retrouve en top publicité avec le plus de budget, avec des carousels dynamiques ou des carousels qui sont très bas de funnel, ou avec des ads qui mettent en avant, qui sont très bottom of funnel, qui vont mettre par exemple en avant un moins 10% sur la newsletter ou une opération commerciale, un bundle. Et en fait, ces publicités, elles sont intéressantes et on n'est pas en train de dire qu'il faut pas investir dessus, mais c'est bien de les de leur attribuer leur propre adset avec leur propre budget pour qu'elles s'adressent aux mêmes personnes et surtout qu'elles viennent pas nous empêcher de ouvrir nos bassins d'audience parce qu'en captant toute la partie du budget. Oui, et puis ça, c'est normal parce que ce qu'on va dire à l'algo, c'est d'aller chercher des achats. Donc Meta, il va aller chercher une manière plus simple de faire monter des achats. Surtout si on garde, par exemple, une attribution à 7 jours clics, 1 jour vu, évidemment, lui, son but, ça va être de faire remonter le plus d'achats sur la plateforme. Donc, quoi qu'il arrive, il va se rendre compte, quand j'investis là-dessus, je vais avoir plein de conversions. Mais plein de conversions qui vont être en pause-vue. Et donc, forcément, derrière, lui, son objectif, c'est de convertir. Donc, forcément, il va pousser tout ce qui est bas de tunnel. C'est pour ça que, même entre les différentes adsets et les ads, on va avoir des interprétations différentes, en tout cas des niveaux d'analyse différents. En fait, on va retrouver un peu de bon sens, c'est-à-dire à qui s'adresse ma créa. Est-ce que c'est des gens qui connaissent la marque et qui sont dans une dynamique justement de convertir sur ces produits-là, ou est-ce qu'on est plutôt dans une phase un peu d'éducation où on essaye de créer de la confiance autour de la marque, montrer un peu l'envergure de la marque, créer un attachement autour de celle-ci, créer un peu une émotion aussi vis-à-vis des valeurs qu'elle partage, etc., son why. Et ça, effectivement, si on regarde le ROAS, on va vite les couper, ces ads-là. Sauf que on va pas nécessairement les couper parce que on va se rendre compte qu'elles vont avoir un intérêt différent. C'est-à-dire que ces ads-là, on va se rendre compte naturellement, elles font moins de répétitions, elles ont des coûts par clic plus faibles et aussi des coûts de diffusion plus faibles. Elles permettent de toucher plus de nouvelles personnes. Ok, ces ads-là, ça va être des ads qui vont me permettre de travailler mon haut de tunnel. J'accepte d'en avoir là. Et le but, c'est que au global, en fait, il faut voir la chose pas silotée, mais comme un tout, que le tout fonctionne. C'est comme si je disais, ok, mes campagnes de retargeting, elles sont plus rentables que mes campagnes d'acquisition, je vais couper mes campagnes d'acquisition. Ouais, mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a plus de nouvelles personnes qui vont rentrer dans la boutique et on va toujours tourner autour des mêmes personnes. Alors oui, on va avoir 10 ROAS, mais derrière, ça va durer une semaine et puis au bout d'un moment, ça va s'écrouler. Ouais. Là, c'est le même principe finalement. Mais au niveau des campagnes, même si on a un objectif de conversion, c'est l'incentive qu'on va donner à Meta, mais on donne cet incentive-là pour toucher des personnes aussi qui sont les plus qualifiées et qui ont une probabilité aussi future d'achat. Donc en fait, ici, on va pas nécessairement regarder le retour sur investissement, mais on va regarder d'autres indicateurs, la diffusion, comme on disait tout à l'heure, le CPMU, le CPC, etc. Ouais. Et d'autres ads qu'on va qualifier un peu plus bas de tunnel. Là, celle-là, on va être beaucoup plus exigeant sur le retour sur investissement parce que ça va être le but. Ouais. Et comme tu le disais, soit on peut les avoir à l'intérieur d'un même adset, mais aussi on peut les segmenter sur des adsets différents pour pouvoir avoir des niveaux d'analyse qui soient bien clairs. Ouais. Et c'est super intéressant ce que tu dis. Pour revenir sur ce que tu disais, c'est sûr que si vous investissez pas sur le haut de votre funnel, au mieux votre bas de funnel va stagner, au pire il va s'assécher, et donc ça va ralentir votre croissance et votre scaling, votre capacité à grandir, elle dépend de votre capacité à toucher ceux qui sont prêts à acheter tout de suite, mais aussi de toucher ceux qui seront prêts à acheter demain, dans un mois ou dans 6 mois. Et c'était dans un échange avec Florian Deveau qui est spécialisé en branding. Il citait une étude de WPP, donc qui est un gros groupe publicitaire équivalent à Publicis,
Ils ont récemment sorti une étude en fin d'année 2025 dans laquelle ils expliquent que dans 84% des achats sont déjà décidés avant que la personne ne rentre en phase active. Donc si vous êtes une marque de prêt-à-porter, d'accessoires, de cosmétiques, de déco, donc en gros, on va dire 80% des marques e-commerce, dans la plupart des cas, quand une personne va commencer à dire « Ok, c'est maintenant que j'achète », elle va déjà avoir une préférence pour un produit ou pour une marque vers laquelle elle va se diriger sans avoir besoin de faire une recherche sur Google ou d'être ciblée par une pub sur Meta. Et donc, votre futur, il dépend de cette capacité à être justement dans la tête des internautes au moment où ils vont faire cet achat. On pourra vous repartager l'étude si ça vous intéresse. Donc, effectivement, extrêmement important d'investir sur le haut de funnel, d'éviter de mélanger les ads qui n'ont pas le même objectif entre elles, parce que sinon, vous allez vous retrouver à mettre tout votre budget sur du bas de funnel et vous prenez le risque de ralentir votre croissance de demain et des prochaines semaines et des prochains mois. Et effectivement, la structure ensuite par ad set, elle est vraiment intéressante. Je note tout de même qu'on a une structure par ad set qui est toujours adaptée aux clients qu'on a en face de nous. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique et il y a surtout, encore une fois, du bon sens. Nous, on a un client qui fait qui est une belle marque de prêt-à-porter assez connue. Et ils ont régulièrement des ventes d'archives, ils participent aux soldes. Enfin, il y a toujours plus ou moins une promo qui est en place, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des nouvelles collections, des nouveaux produits, des best-sellers qui sont jamais remisés. Et quand on a repris le compte, on s'est rendu compte que avec eux, ce qui fonctionnait très bien, en tout cas, ce qui apportait les plus gros ROAS, c'était les statiques très simples avec écrit moins X% sur telle catégorie de produits, sur nos ventes d'archives, etc. Et que tout le budget partait sur ces publicités-là. Et c'était normal parce que c'est celles qui ont le pouvoir de conversion les plus intéressantes. Mais à côté de ça, le client, il avait commencé à faire des super UGC, aussi à tourner des contenus un peu plus brandés, mais adaptés justement à la performance en social ads. Il était frustré parce que vous voyez il avait la sensation que ça ne marchait pas et que c'était toujours ces ads statiques qui fonctionnaient le mieux. Donc sa conclusion, c'était moi, je vais faire que de la statique et je vais arrêter de me prendre la tête à faire des UGC. Et nous, je dis non, il faut que tu continues à faire ce travail-là. Par contre, on va bien cloisonner le tout. Nos ads avec les promos, les ventes d'archives, etc., on va les mettre dans un ad set et on va mettre X% du budget là-dessus qui va pouvoir varier en fonction de ton besoin, du volume qu'on a à déstocker, etc. Et on va bien cloisonner ensuite nos autres publicités. Par exemple, sur de l'UGC, on a un asset uniquement avec des UGC. Et on sait qu'ici, le but, c'est d'aller montrer la marque, d'aller toucher des personnes qui ne se seraient pas dirigées vers nous à ce moment-là. Donc, ça vient aussi à appuyer ce que tu disais juste avant. Ouais, et puis parfois, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de segmenter dans des campagnes différentes. Parce que finalement, on n'a qu'une balise achat sur Meta et du coup, la manière dont lui va pouvoir interpréter, c'est les comportements qui vont se dérouler dans la plateforme. Ouais. Et donc, parfois, c'est intéressant de segmenter aussi au niveau de la campagne quand on a des comportements d'achat qui sont complètement différents. Ouais. Par exemple, peut-être l'exemple le plus caricatural, c'est qu'on va avoir d'un côté, je sais pas, pour une marque de compléments alimentaires, des achats un peu one-shot et d'autres qui vont être des achats via abonnement. Sauf que le coût d'acquisition qu'on va rencontrer dans les plateformes, ils vont être différents. Sauf que, évidemment, on va avoir un même objectif au niveau de la campagne. Et donc ça, forcément, ça peut un peu créer du bruit au niveau de l'algo où il n'arrive pas à bien comprendre les personnes qu'il doit toucher. Et donc le fait de les segmenter, déjà de une, on peut avoir une campagne qui est basée sur le volume de conversion et l'autre sur la valeur. À l'instar comme de Google, c'est pareil, au lieu d'avoir un ROAS cible, on a un CPA cible. Là, c'est pareil. Et donc ça permet vraiment de guider aussi l'algo sur les personnes qui doit aller toucher dans les différents comportements. Par exemple, d'autres comportements un peu plus classiques qui concernent à peu près toutes les marques, quasiment toutes les marques. Par exemple, l'Axe Cadeau. L'Axe Cadeau, on va avoir quand même des profils qui vont être complètement différents de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et donc, potentiellement, ça peut être intéressant d'avoir une campagne à part parce que les profils qui sont les acheteurs de ces axes-là, c'est pas nécessairement les clients habituels. Et donc, forcément, si c'est pas les clients habituels, les signaux qu'on va utiliser dans les campagnes, en tout cas via les comportements d'achat dans les autres publicités, ils vont pas nécessairement servir. Au contraire, à l'optimisation de ces contenus-là. Ouais. Très bien.
Donc, on a parlé de tout un tas de sujets pour bien investir, 1500, en tout cas, réussir à investir ces budgets-là et être content des résultats. On a parlé d'analyse marketing. Ensuite, on a parlé de creative diversity et de l'importance de proposer un portefeuille créa élargi pour élargir son ciblage. On a ensuite parlé de structure de compte, où ici, il y a des arbitrages à faire en fonction du produit, de la maturité et de tout un tas d'éléments dont on vient de parler. Tu as expliqué aussi que c'était important d'ajuster son pilotage en fonction de l'objectif de la publicité. Si c'est plutôt une publicité bottom of funnel, on va regarder le ROAS. Si c'est plutôt une publicité top of funnel, on va regarder le CPMU et les CPC sortants. Est-ce que toi, tu vois justement d'autres axes de pilotage? Par exemple, on parle d'investir 1500 € par jour. Ma question est biaisée, mais c'est fait exprès. Est-ce que toi, du coup, tu investis 1500 € tous les jours? Bah non, parce que évidemment, il y a des périodes creuses, il y a des périodes high, et forcément, l'idée aussi, c'est de pouvoir moduler l'investissement en fonction de ça. Mais en fait, l'idée de aussi cette question de diversité, c'est de augmenter le palier le plus bas. Parce que t'as deux choses, c'est de intensifier les pics et de augmenter le minimum pendant les périodes creuses. Peut-être qu'avant l'axe de diversifier les contenus, etc., on va avoir, je sais pas, n'importe quoi, 200, 300 € par jour. Et peut-être que grâce à cette, justement, nouvelle méthodologie de travail, pendant les périodes creuses, au lieu d'être à 300, on va être peut-être à 600. On va réussir à doubler. Bon, ça reste plus faible que à du 1500 €, mais si tu arrives à doubler pendant les périodes creuses, logiquement, c'est que derrière, tu arrives à aller chercher de la croissance et de la croissance saine et rentable. Ouais. Mais effectivement, là, on va vraiment voir des gros gaps, c'est pendant les pics. Parce que l'avantage des pics, c'est qu'il y a une demande qui est beaucoup plus importante. Et donc, le but, s'il y a une demande sur le marché qui est plus importante, il faut aller chercher à capter cette demande. Donc, c'est pour ça que ça va être beaucoup plus facile de scaler des mois où il y a des intentions d'achat fortes versus des mois où on est plus creux. Par exemple, la deuxième partie du mois de février ou le mois de mars où il y a un peu moins de communication. Évidemment, on va pas nécessairement avoir les mêmes pics de vente, etc. Donc, évidemment aussi, ça va s'adapter surtout par rapport à la demande du marché sur des actions commerciales ou sur des moments où on voit que les gens réservent du pouvoir d'achat pendant ces périodes-là. Ouais, très bien. Et j'aime beaucoup cette notion de pic, parce que quand on dézoome sur une courbe e-commerce, d'un e-commerce qui fait de la croissance, on peut avoir l'impression d'une courbe qui fait qu'augmenter dans le temps. Mais quand on zoome dessus, en fait, on se rend compte que c'est des pics, c'est une accumulation de pics, et l'enjeu effectivement c'est d'avoir des pics de plus en plus fréquents et d'optimiser leur intensité quand ils apparaissent. C'est-à-dire qu'un Black Friday, c'est une fois dans l'année, on peut soit en faire un petit ou soit on peut en faire un énorme, mais tout ça s'anticipe. Et nous, avec beaucoup de nos clients, l'année dernière, quand on dit qu'on a fait plus 100% de croissance, plus 50% de croissance, c'est rarement plus 50% de croissance tous les jours de l'année. C'est plutôt sur des gros moments, on a été faire des grosses différences par rapport à l'année dernière, et du coup, sur une année entière, ça fait plus 50% de croissance. Mais c'est des pics qui ont été mieux anticipés, mieux préparés, sur lesquels on est venu avec la bonne stratégie de budget et la bonne stratégie créative également. Et donc, sur Meta, c'est extrêmement important d'avoir un marronnier qui est clair, qui est précis, qui est stratégisé pour... si vous, là, par exemple, on est au mois de mars. Souvent, le mois de mars, avril, mai, c'est une période un peu sèche en termes d'actualité. On a la fête des mères, on peut avoir une nouvelle collection qui sort. Mais si vous arrivez dans cette période et que vous avez l'impression que pendant les 2-3 prochains mois, vous n'allez pas avoir d'actualité bien particulière, c'est votre rôle de faire en sorte que, toutes les 3 semaines, tous les mois, il y a vraiment un pic que vous allez pouvoir aller créer, préparer, sur lequel vous allez pouvoir intensifier, aller convertir un maximum de personnes. Ouais, il y a toujours des choses à raconter et parfois on n'en prend pas nécessairement conscience. Par exemple, là en ce moment sur Mars, ça va être la préparation des mariages. Du coup là, ça fait aussi un angle sur lequel on peut travailler pour pouvoir aussi anticiper et avoir toucher un autre bassin cible qu'on touche pas nécessairement le reste de l'année. Donc en fait, oui, effectivement, c'est important de bien cadencer tout ça. Et après sur la
ça permet aussi de préparer les périodes fortes, parce que les périodes fortes, c'est pas juste on diversifie pendant les périodes fortes et on augmente le budget. C'est qu'en fait, il y a aussi cette question, comme je l'ai dit, de tunnel d'acquisition. Et il y a des gens qu'on va toucher pendant les périodes aussi plus creuses, qui vont finalement pas convertir tout de suite nécessairement, et qui vont convertir pendant les périodes fortes. C'est pour ça que ce travail de diversification, il doit être continu, et il doit nous permettre justement pendant les périodes fortes de les intensifier. Et ça, c'est vrai, comme je disais, c'est plus difficile de faire une grosse croissance sur une période creuse qu'une période forte. On le voit, nous, avec nos clients, sur des marques qu'on accompagne depuis un an. Sur des périodes creuses, on va faire sur des marques qui fonctionnent bien et justement qui font tous ces efforts, on va être sur du 60-70%. Et sur des mois pics, on va être plutôt sur du 100%. Mais sauf que les deltas, ils sont beaucoup plus importants, parce que sur une période creuse, on va faire 70, 80 euros, 1000 euros de chiffre d'affaires. Et sur les périodes creuses, on va faire du 180, 200. Et donc, on va complètement doubler. Donc, si tu fais 100% sur déjà un chiffre d'affaires qui est 2 fois plus élevé que pendant ta période creuse, ça a quand même beaucoup plus d'impact. Et c'est là où on arrive, où on a le plus de marge de manœuvre aussi pour aller chercher des gros pics de croissance. Très bien. Et est-ce que toi, avec tes clients, vous définissez je sais que vous définissez des indicateurs extra-plateforme. Souvent, c'est le CAC, le COS, souvent un mélange aussi des deux. Et est-ce que vous définissez des seuils, des zones de vigilance qui, toi, te permettent de piloter les investissements, aussi en ayant des indicateurs qui permettent de prendre des décisions au jour le jour, pour aller intensifier les investissements quand justement il y a le marché qui répond, et les ralentir quand on est potentiellement en train de rentrer dans une phase de surinvestissement? Ouais, en fait, il y a toujours des caps, d'ailleurs, quand on parle de diversité, c'est que dans un premier temps, effectivement, on a des objectifs, quoi qu'il arrive, de coût d'acquisition et de rentabilité, sauf qu'on va se permettre des marges de manœuvre en fonction de justement quand on intègre plus de diversité créa et qu'on est plutôt dans une optique d'aller faire scaler l'investissement. Comme on dit, c'est pas magique, il suffit pas de augmenter l'investissement et j'ai mon chiffre d'affaires qui suit automatiquement. Non, il y a toujours une répercussion, un temps entre le moment où on investit plus et le moment où on récolte un peu les fruits de ce travail-là, qui peut être plus ou moins long. Et donc, ça veut dire que quand on a en fait si on est dans une logique où là, on est plutôt dans une optique de récolter des fruits, on va être plutôt dans un coût d'acquisition cible, et avec des seuils de rentabilité au niveau du COS, et on essaye de suivre au maximum ce coût d'acquisition. Par contre, quand on essaye d'aller tester davantage de choses, on va plutôt s'orienter sur le seuil de rentabilité maximum, c'est-à-dire un peu le break-even, où on fait pas nécessairement de la renta, mais on essaye de tester des choses et on essaye d'implémenter plus de choses pour voir si, quand j'augmente, par exemple, je fais un plan sur 3 mois, j'investis plus et j'essaye de taper un peu plus le côté break-even qu'un retour sur investissement cible où je fais une rentabilité. Je vois après ce qui se passe sur les différents mois, on ralentit, on va retrouver des objectifs de coût d'acquisition beaucoup plus rentables, avec un objectif de rentabilité, et on va voir si est-ce que la masse minimum elle a augmenté, quel impact ça a eu sur mes pics, et comme ça on peut voir aussi l'impact de tout ça, parce que c'est difficilement mesurable, donc c'est important d'avoir aussi ces seuils et de bien connaître ces niveaux de rentabilité, parce que ce qui est sûr, c'est que pour passer des plafonds, soit on est obligé de faire un pas en arrière si on est déjà au max, donc on fait un pas en arrière et on réinvestit une partie de ce qu'on faisait sur du haut de tunnel, et du coup on le fait sur plusieurs mois, soit on voit où est-ce qu'on en était au niveau de sa rentabilité, est-ce qu'on avait encore de la marge pour à atteindre le break-even, et dans ce cas-là, on atteint le break-even. Ça nous laisse une marge supplémentaire sur un temps donné, et on voit si ça a un impact derrière sur des périodes plus creuses et des périodes fortes. Ouais. Très bien. Top. Et ça pourra faire aussi l'objet d'une nouvelle discussion, parce qu'il y a énormément de choses intéressantes dans le pilotage et dans cette vision que tu es en train de commencer à nous expliquer, qui pourra faire l'objet d'un échange bien précis sur le sujet. Je pense qu'il y a une chose aussi extrêmement importante sur ce que tu viens de dire, c'est que généralement, quand on commence à investir 30, 50 000 euros tous les mois sur Meta, on investit aussi généralement sur d'autres leviers marketing. Le plus
Celui qui vient généralement en premier, c'est Google Ads. On va avoir du Google Ads à côté, mais ça peut être TikTok, Pinterest, de l'influence, du SEO, du GEO. Enfin, il y a tout un tas de leviers qui peuvent être pertinents pour vous. Je pense qu'il y a aussi une notion d'avoir une vision un peu plus dézoomée de l'investissement sur Meta pour s'assurer que chacun joue bien son rôle et qu'on évite de se marcher sur les pieds et qu'il y ait trop de double attribution entre les plateformes. Ouais. D'ailleurs, petite question à ce sujet-là. Toi, parce que là, on est vraiment sur un sujet Meta Ads. J'aimerais te poser des questions sur Google Ads, mais on va faire en sorte de bien rester dans le sujet du jour. Mais au-delà de Meta Ads, c'est quoi les autres leviers de social ads que tu utilises le plus? Nous, là, ce qu'on est en train de commencer à utiliser plus, c'est la partie Dimension de YouTube. Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant avec Google, c'est qu'on récolte surtout les achats avec la partie shopping et search. Mais c'est vrai qu'on a quand même Google, c'est un mastodonte qui a une quantité de données qui est faramineuse. Et là, il nous donne la possibilité de travailler à l'instar de Meta sur pas nécessairement récolter des intentions d'achat, mais essayer de pousser du contenu à des personnes qui n'auraient pas nécessairement pensé convertir qui n'avaient pas un besoin à l'instant T, mais avec quand même des signaux qui sont méga qualitatifs. Tu vas avoir les concurrents, tu vas avoir des requêtes en particulier, des signaux d'audience et de lui montrer aussi qui sont tes clients et de aller toucher des personnes qui sont similaires. Par exemple, je sais pas, une personne qui tape sac à dos en cuir sur Google, en fait, il peut très bien être ciblé derrière sur un sac à dos en cuir sur la partie YouTube. Donc ça, c'est méga fort parce que c'est vrai que la difficulté, c'est que tu vas pas être nécessairement mis tout de suite avec tes concurrents comme sur la partie shopping. Tu vas pouvoir mettre beaucoup plus en avant tes produits qu'un simple packshot. Tu vas pouvoir montrer une vidéo, une belle photo, etc. Quelque chose qui crée beaucoup plus d'émotion. Donc en fait, on a une quantité de données faramineuse et derrière une possibilité d'aller cibler à beaucoup plus de gens que ce qu'on pourrait l'avoir avec des campagnes shopping. Ouais. Donc c'est aujourd'hui un truc qu'on creuse beaucoup, et parce qu'on a aussi beaucoup plus de marge de manœuvre sur des signaux qu'on vient intégrer à Google. Et donc nous, on est en train pas mal de jouer là-dessus parce que on n'a pas des contenus qui ressemblent 100% à du Meta, à part on peut mettre par exemple un parallèle entre les shorts et les reels. Ouais. Et sur les autres, effectivement, placements, les in-feed, etc., ça nécessite quand même du contenu qui est créé pour ce genre de placement. Par exemple, si tu prends du pré-roll sur YouTube, en fait, le scroll il est d'autant plus important parce que en fait, tu payes après les 5 secondes. Donc, si tu arrives à qualifier la personne qui va regarder le contenu avant ces 5 secondes-là, derrière, tu peux quand même avoir des campagnes beaucoup plus rentables. Ouais. Et puis, point aussi intéressant sur la partie Dimension, c'est qu'on a aussi maintenant des indicateurs qui nous montrent les conversions indirectes, etc. Et du coup, si la campagne a eu un impact, notamment a eu un touchpoint avant la conversion sur une campagne bas de tunnel. Ok. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ouais, effectivement. Google Ads, on a encore beaucoup en tête shopping, le search, etc. Mais on le traite de plus en plus aussi comme un levier de social ads. Ouais, exactement. Parce que, comme tu le dis, c'est une plateforme qui est extrêmement puissante. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir diffuser dans les Reels et sur YouTube, ça permet d'aller élargir la diffusion. On parlait de Creative Diversity tout à l'heure, mais c'est aussi important quand on pense à ces créas de pouvoir aussi les penser pour d'autres leviers publicitaires et notamment Google. Parce que Google, c'est de plus en plus regardé sur les télés, donc c'est presque aussi une manière d'aller faire de la publicité à la télé. Il y a de plus en plus d'usage des shorts, donc c'est aussi faire de la publicité comme on pourrait en faire sur Insta Reels ou sur TikTok. Il y a vraiment énormément de choses intéressantes de ce côté-là. On parlait de faire un épisode sur les différents indicateurs, la manière dont toi tu pilotes et tu fais tes reporting avec tes clients. Je pense qu'il faudra qu'on en fasse aussi un sur Dimension, parce que ce sera un super sujet à aborder pour expliquer pourquoi et comment aller aborder ce genre de levier-là. Ouais, clairement, la plateforme, elle a beaucoup de potentiel, surtout quand on voit comment évoluent les CPM sur Meta. Sur Dimension, on a des CPM quasiment 2 fois inférieurs, donc avec des fois des niveaux d'intention qui sont équivalents. Donc ça, je pense, c'est un sujet qui peut intéresser
qui peut intéresser notre public. Top. Très bien. Je pense que ça fait quasiment 1 heure qu'on enregistre. On aurait encore tellement de choses à vous dire. Le sujet de la créa, c'est toujours un sujet sur lequel on a l'impression que la boucle n'est jamais bouclée, sur lequel on pourrait vous faire un épisode de 3 heures et en voir encore des histoires à vous raconter. Si, après avoir écouté cet épisode, vous sentez que vous avez besoin qu'on échange ensemble sur justement vos investissements sur Meta, mais ça peut être aussi sur Google ou d'autres leviers de social ads. Et si vous avez besoin aussi qu'on jette un coup d'œil à votre portefeuille de créa, qu'on discute ensemble des possibilités que vous avez d'aller élargir votre spectre de créa, n'hésitez pas à le faire. On vous met les liens en description de la vidéo, de l'épisode de podcast. Vous pouvez prendre contact avec nous. On reviendra vers vous rapidement. On fixera un premier rendez-vous pour savoir quel est votre besoin et savoir si on peut être les bonnes personnes pour vous aider. Et à partir de là, on propose aussi de faire des audits qui vous engagent à rien, mais qui vous permettent d'avoir une vision certainement différente de ce que vous faites à l'heure actuelle. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes allé jusqu'au bout de cet épisode. Carrément, ça sera avec plaisir. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Val. Merci et à puis, toi. du coup, à bientôt pour un prochain épisode ensemble. Ouais, avec plaisir. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali pour intervenir. Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'ADS et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.